Bienvenue au Polysécure, épisode spécial. Je suis accompagné de Vanessa. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, bien sûr. Ben, tout d'abord, merci Nicolas Loïc de l'invitation. Donc, Vanessa Deschaines, les gens me connaissent surtout comme avocate avec une expertise en protection des renseignements personnels. Mais à travers les années, j'ai notamment fondé mon entreprise dans le domaine du bien-être. Je me suis formée en coaching en santé holistique. Puis j'ai fait différentes formations comme professeur de méditation, professeur de yoga, praticienne en hypnose ericksonienne, en neurosciences et bref, j'ai vraiment une fascination pour le fonctionnement du cerveau et le bien-être. Et plus récemment, là, je me suis joint à une entreprise qui s'appelle Agenda IFU, où je donne également là, des formations, donc tout ce qui est en lien avec le leadership, développement humain et tout ça. Et je sais qu'on va parler d'un sujet justement un peu plus humain aujourd'hui, donc voilà. Tout à fait. Ben, ça fait partie des choses que j'ai commencé à aborder puisque même si le podcast est principalement cybersécurité et tout ce qui entoure, on est des humains et l'espace de l'humain, entre autres en cybersécurité, est très mal mené. On a besoin d'avoir un regard différent sur les choses et justement de nous amener ailleurs. Puis c'est un peu dans cette optique-là que, entre autres, avec toi, on va parler un peu plus du volet humain. Dans cette épisode-ci, on va parler vraiment du droit à la déconnexion, qui est important. Au sortir du confinement, je pense que dans le confinement, les gens l'ont oublié largement. Il y en a qui n'ont pas décroché quand le confinement s'est terminé. Ils sont restés un peu dans ces éléments-là très d'intensité, peut-être un peu trop élevés, et ce qui mène, entre autres, puis c'est pour ça qu'en cyber, c'est important, un taux de burn-out très élevé de décrochage et même dans certains cas dans des gestes un peu plus tristes, pas plus, mais énormément tristes, de gens qui vont aller jusqu'au suicide parce qu'ils sont vraiment complètement dépassés par ce qui se passe dans leur vie. Donc, toute l'importance du droit de la déconnexion. Je vais te laisser commencer avec ça, dont l'historique qui vient comme donner un peu la base de la conversation. Oui, ben c'est vraiment pertinent ce que tu viens de dire. Puis, tu sais, d'ailleurs, si on prend juste le domaine de la cybersécurité, il y a de plus en plus d'études là, qui démontrent que les postes, notamment de ciseaux, c'est des postes justement avec beaucoup de stress. Donc, je pense que c'est encore plus pertinent de parler de ça ensemble aujourd'hui. Donc, ben, le droit à la déconnexion, peut-être que je pourrais commencer par dire c'est quoi. Qu'est-ce que ça mange à l'univers, le droit à la déconnexion? Essentiellement, c'est le droit d'un employé de ne pas être connecté à des outils numériques après les heures de travail. Fait que, en gros, c'est ce que l'on vise avec le droit à la déconnexion. Historiquement, en fait, je dirais que ce concept-là a vu le jour en 2017 parce que la France a adopté une loi sur le droit à la déconnexion. C'est vraiment le premier pays qui est allé de l'avant avec de la législation en la matière. Puis, ben, comme on le voit souvent dans l'adoption de lois, lorsqu'un pays emboîte le pas, ben, il y en a d'autres qui suivent. Donc, il y a à peu près, je dirais, une douzaine là, de pays qui ont suivi la France, par exemple l'Italie, la Belgique, l'Irlande, l'Espagne, le Pérou, la Corée du Sud. Donc, ce sont tous des pays qui se sont aussi dotés là, d'une loi quant au droit à la déconnexion. Et puis, ben, si on revient plus près de chez nous, au Canada, il y a seulement l'Ontario, en fait, qui a légiféré au niveau du droit à la déconnexion. Donc, au Québec, on n'a pas de loi. C'est pas qu'on ne s'est pas penché sur le sujet. Il y a, si vous googlez, vous allez voir qu'il y a quand même plusieurs articles qui ont été rédigés à cet égard-là parce que il y a des projets de loi qui ont été déposés. Il y a eu des discussions à cet égard-là. Mais ultimement, à tout le moins jusqu'à maintenant, le Québec a décidé de ne pas légiférer là, en matière de droit à la déconnexion. Intéressant qu'on ne l'ait pas fait. Pourtant, je pense que c'est Québec solidaire notamment qui en parle énormément de ça. Oui. Puis
pour de très bonnes raisons, puis on l'a mentionné précédemment. Qu'est-ce qui cause que le Québec a fait bande à part? Et étonnamment, d'habitude, on se targue d'être en avance sur les autres, puis comme on l'a vu avec le A25, on a devancé le Canada et les autres provinces. Dans ce cas-ci, clairement, on n'est pas tout à fait dans la même mouvance. Oui. Il y a différentes raisons. Je dirais que principalement, les raisons qui ont été évoquées, c'est le fait qu'on a déjà des lois en matière de droit du travail qui couvrent ces éléments-là. Donc, on a au Québec la loi sur les normes du travail, on a le Code civil, on a la loi sur la santé et sécurité du travail, on a la Charte des droits et libertés de la personne. Puis, chacune de ces lois-là, en fait, comprennent certains principes relatifs au temps de travail, au droit à la vie privée et à la santé et sécurité du travail. Et puis, dans le fond, les dispositions que l'on retrouve dans ces différentes lois-là couvrent plusieurs enjeux liés au droit à la déconnexion, comme par exemple les périodes de repos et le temps consacré aux obligations familiales. Donc, c'est les raisons, selon ma compréhension, là, qu'on a évoquées en mentionnant qu'on avait déjà un peu un encadrement à cet égard-là. Et ce qu'on voulait éviter, c'était d'être trop rigide. Lorsque j'ai lu sur le sujet, ma compréhension, c'est que lorsqu'on regarde, par exemple, ce qui se passe en Europe, en France, ce qu'on semble dire, c'est qu'en France, compte tenu du contexte, si on veut, on a besoin souvent, pour que les entreprises fassent quelque chose, vraiment d'une loi. On a besoin de quelque chose de contraignant. Alors que dans d'autres pays, par exemple, comme au Canada ou dans d'autres pays à travers le monde, on n'a pas toujours besoin d'aller vers la contrainte. Et donc, jusqu'à maintenant, là, le Québec se positionne en disant on a déjà un encadrement et on ne voudrait pas être trop strict. On veut laisser, si on veut, la latitude aux organisations là, de gérer ça à leur manière. Ouais, gérer ça à leur sauce, mais c'est en même temps, moi, je suis plus d'accord du côté d'un peu plus de liberté sans être trop contraignant. Là. Je trouve que le modèle français, en général, est excessivement contraignant. Et pas juste dans le droit à la déconnexion, mais dans l'ensemble de comment leurs règles sociales et pénales sont codifiées. Je trouve ça personnellement un peu lourd parce que je suis pas autant un civiliste qu'une personne de commune là, d'appréciation, mettons. Ça, c'est le volet d'où ça arrive. Oui. Maintenant que ça, les bases sont établies, maintenant qu'on a un mot maintenant qui est connu puis qu'on avance avec ça, comment ça se matérialise cet élément-là? Parce que dans le quotidien, comment ça s'exécute, comment on peut le faire? Et justement, dans un contexte où notamment au Québec, on est moins formalisé, si on veut. Mais je pense que, puis là, c'est moi, Vanessa, qui dit ça, là, mais je vais prendre l'exemple, par exemple, en matière d'éthique de données, parce que, c'est un sujet aussi de l'heure. On est en train de regarder est-ce qu'on doit mettre de la réglementation au niveau de l'éthique de l'utilisation des données. Ce qu'on voit en ce moment dans le marché, on le sait, là, de toute façon, adopter des lois, c'est compliqué, c'est long et tout ça. Et ce que l'on a vu dans les dernières années, c'est de plus en plus d'entreprises qui, de façon, je dirais, naturelle, ont élaboré leur propre politique interne sur l'utilisation éthique des données. Donc, à mon avis, on préfère la même chose là, au niveau du droit à la déconnexion et c'est souvent ce qu'on voit. D'ailleurs, il y a des entreprises comme Volkswagen et d'autres entreprises qui ont commencé à adopter de telles politiques au sein de l'organisation. Donc, ils vont mettre un peu des balises sur qu'est-ce que c'est le droit à la déconnexion et justement quelles sont les balises, par exemple. Est-ce que c'est de dire qu'on ne peut pas envoyer des courriels entre telle heure et telle heure? Certaines personnes pourraient trouver que c'est trop strict parce qu'on a tous un peu, il y a des gens qui sont des oiseaux de nuit, comme on dit. Il y en a d'autres qui aiment travailler plus tôt. Il y en a qui ont des jeunes enfants, donc ils vont se reconnecter après le souper. Donc, d'où la raison pour laquelle c'est important d'avoir une flexibilité. Donc, en ayant des politiques internes qui sont assez flexibles et qui viennent démontrer qu'en tant qu'employeur, on met une importance là-dessus. Je pense que c'est déjà un bon point de départ. Puis, je pense que c'est vraiment d'éduquer, en fait, les employés, les gestionnaires à cette importance-là. Puis pourquoi on devrait mettre ça en place. Je vais donner un exemple. On a une fonctionnalité là, dans Outlook
pour permettre que si on rédige un courriel, admettons qu'il est 9 heures le soir, mais que le courriel, au lieu qu'il s'envoie à 9 heures, qu'il soit envoyé le lendemain matin à 8 heures, par exemple. Mais moi, quand j'ai parlé à des gens, la majorité des gens n'utilisent pas ces fonctionnalités ou ne connaissent pas ces fonctionnalités-là. Donc, je pense que on pourrait davantage se renseigner, être sensibilisé là-dessus pour mettre en place justement des choses comme ça qui, ça serait déjà peut-être un bon point de départ, là. Ouais, ça, c'est la perspective où on s'attarde à l'autre, dans le sens où là, on veut limiter ce que l'autre se sente coupable, si on veut, de ne pas travailler ou des choses comme ça. Moi, l'approche qui m'a interpellé, c'est dans la signature de GoSecure que j'ai pris sur autorisation, qui dit essentiellement, puis ça a hérité du confinement, où ça dit, moi, je travaille, peu importe, on favorise le télétravail, on travaille les différents éléments, mais ça stipule clairement, répondez au moment où qui vous convient. Tout à fait. Parce que mon rythme de travail n'est pas celui des autres, et incidemment, vivez dans votre rythme de travail. Et c'est d'apprendre à contrôler son rythme de travail ultimement, là, c'est comment je le vois, plutôt que oui, faire attention aux autres, là, c'est toujours bien, mais dans l'ensemble, je vais aller dans un contexte, puis je l'ai appris avec les années aussi, que le type de communication aussi sont balisés de ce côté-là. C'est-à-dire que si je vais texter quelqu'un, il y a un côté immédiat qui est plus présent qu'un courriel, par exemple, qui est un peu moins immédiat dans ce cas-ci, par exemple. Ben, c'est de savoir, puis savoir c'est comment l'autre le perçoit tout le temps. Puis c'est des fois, quand on ne fait pas de contact direct, c'est plus difficile, mais quand on a des collègues plus immédiats, c'est plus facile de savoir comment ils vont réagir à ces différents stimuli-là qui vont les brusquer peut-être. Tout à fait. Puis je suis tout à fait d'accord avec toi. Parfois, il y a des contextes où on n'a pas le choix d'envoyer un courriel parce qu'on est en gestion de crise. Mais moi, je l'ai vu, puis moi-même, je l'ai déjà utilisé. Tu sais, j'ai été gestionnaire. Parfois, d'envoyer un courriel en disant justement, prendre le temps de préciser, vous recevez le courriel, sentez-vous pas obligé de répondre ce soir et quoi que ce soit. Puis comme tu dis, après ça, il y en a qui vont quand même répondre, mais il y a aussi une portion comme la personne doit apprendre effectivement à mettre aussi ses limites, là, tout à fait. Fait que c'est effectivement un mélange des deux, là. Oui, puis notamment au niveau technologique, moi, je désactive mes notifications après une certaine heure. Je désactive les petites bulles rouges qui disent le nombre de notifications que j'ai. Sont systématiquement désactivées à des heures différentes. Plutôt en soirée, je désactive certaines choses, puis plus tard, avec le sommeil, ben c'est littéralement toutes les notifications qui sont bloquées à partir de ce moment-là. Fait que je me ne fais pas déranger. Dans aucun, genre, mon sommeil n'est pas dérangé, ce qui est déjà un bon point. Et ensuite, je me fais pas troublé dans la soirée par des messages qui pourraient justement venir me déranger. Et les gens qui ont des urgences, ben, connaissent le chemin pour passer à travers ces éléments-là. Et à ce moment-là, sont capables de choisir eux-mêmes vont choisir le bon moyen de communication avec l'urgence associée au message qu'ils veulent m'envoyer. Exact. C'est un peu ça que je vais dire quand je disais mettre des balises, tu sais. Fait comme tu viens de le mentionner, justement, connaître un peu dans quelles circonstances je vais passer par un autre chemin pour être capable de rejoindre la personne parce que là, on est, par exemple, dans une gestion de crise, tu sais. Donc, tout à fait. Oui. Puis Outlook le permet, puis Google aussi le permet, Google Workspace, pour ceux qui ont un environnement de travail comme ça, les heures, parce que je travaille avec des clients qui sont mondiaux, puis ce défi-là est d'autant plus grand que nos heures de travail ne sont pas les mêmes. Donc, il faut vraiment comment réussir à faire ces éléments-là. Outlook va le dire spontanément maintenant que quand on envoie le courriel en dehors des heures de la personne à qui va recevoir, on va nous demander, hey, veux-tu qu'on te le programme plutôt que de te le faire comme ça? Fait qu'on commence à avoir des incitatifs technologiques à justement aborder un comportement qui pourrait être plus serein puis plus compréhensif face à nos vis-à-vis. Moi, de l'autre côté, ben, de la façon que je le vis, ben, on est chacun sur notre fuseau horaire. Puis moi, ce qui m'envoie, lui, à 3, ce qui est pour moi à 3 heures du matin, qui est à 9 heures du matin pour lui, si on prend l'heure de la France, par exemple, ben, ça m'indiffère. Je me lève, je prends mon café, tout ça. Puis ensuite, quand mon rituel est fait, ben là, j'embarque dans ma séquence de travail avec ce client-là. Et je me sens pas troublé que le courriel soit rentré à 3 heures du matin dans ce cas-ci, là, parce que j'assume le fait qu'il y a une différence et elle est là, et je me lèverai pas à 3 heures du matin pour
pour lui faire plaisir, là. Mais je pense que c'est parce que tu as aussi appris à te connaître à travers ça. Tu sais, comme tout à l'heure, tu parlais, par exemple, de désactiver les petites bulles avec le nombre de courriels. Je vais prendre mon exemple personnel. Moi, à travers les années, j'ai réalisé que ça, pour moi, c'était générateur de stress ou d'angoisse. Tu sais, quand je voyais le nombre de courriels augmenter, et quand j'ai réalisé que, je sais pas si tu connais Sonia Lupien, qui est notre experte là à Montréal au Centre de recherche sur le stress humain, qui fait beaucoup d'interventions en termes de gestion du stress et elle parle du ciné. Donc, ciné, c'est une façon là, d'identifier nos stresseurs. Donc, c'est pour contrôle. Donc, lorsque j'ai une perte de contrôle, ça peut me stresser. I pour imprévisibilité. Donc, pour certaines personnes, l'aspect imprévisibilité va générer du stress. N pour nouveauté. Donc, ce qui est nouveau peut générer du stress. Et E pour ego. Donc, quand je sens mon ego menacé, ça peut aussi m'amener du stress. Et moi, à l'époque, lorsque j'ai fait l'exercice, parce que je me disais, mais pourquoi ça me génère autant de stress de voir la petite bulle rouge de normes augmentées. Puis j'ai pris cet outil-là, Ciné. Ben j'ai réalisé que c'est que j'avais une impression de perte de contrôle, que je perdais le contrôle sur ma boîte courriel. Et donc, quand on prend le temps, je trouve, de faire cet exercice-là, ben c'est là où ça nous donne aussi du pouvoir. Après ça, c'est de dire, OK, ben moi, je réalise que ça me génère du stress. Qu'est-ce que je peux faire à ce moment-là pour limiter mon stress? Et un peu comme tu l'as mentionné, ben moi, ça a été d'enlever la petite bulle qui augmentait. Juste ça, ben ça fait du bien. Donc, Oui, oui. Oui. Puis ça, j'ai désactivé. Sur mon téléphone, les notifications ne sont que sur des applications définies qui sont plus urgentes selon le moment de la journée. Fait que maintenant, avec nos outils, on est capable de contrôler ce genre de choses-là. Puis même, j'ai l'Apple Watch avec. Fait qu'au lieu de me faire déranger constamment par des vibrations de notifications, mais disons, tout ce qui est des nouvelles, par exemple, tout ce qui est pas urgent, tout ce que je peux retarder, sont tous concentrés à des moments spécifiques. Moi, c'est 4 fois par jour que j'ai configuré dans mon appareil. Fait qu'à 4 fois par jour, j'ai le regroupement des notifications de différentes applications que j'ai, qui sont utiles, mais que j'ai pas besoin d'avoir en temps réel. Notamment les nouvelles. Moi, je suis pas dans un univers où j'ai besoin d'être au courant de ce qui se passe exactement à travers le monde tout le temps. C'est un peu fatigant d'ailleurs de savoir ce qui se passe à travers le monde tout le temps. Fait que ça, ceux-là sont notamment mis comme ça. Facebook, la même chose. LinkedIn, la même chose. Fait que la plupart des applications, tous les médias sociaux sont comme ça. Justement parce que j'en ai pas besoin dans mon travail et je peux très bien vivre sans ce genre de choses-là dans ma vie. Puis de notifications continues. Puis en plus, sachant que ces applications-là sont faites pour attirer notre attention, sont faites pour nous ramener tout le temps comme ça. Et donc, d'aller justement, comme tu parles de ton stresseur, mais dans ton cas, ton stresseur à toi, eux autres, ils vont le chercher direct tout le temps pour que tu t'en vas te déstresser, tu le regardes, puis là, c'est comme un peu de dopamine, t'es content, puis là, tu retournes. Et ça a l'effet pervers de conditionner ton cerveau négativement par rapport à ça et à mettre des incitatifs mauvais et déplace son attention à des choses qui sont, à mon avis, complètement futiles. Oui, ben tout à fait. On vit dans un monde d'hyperconnectivité, puis c'est fascinant puis épeurant de voir comment il y a une étude qui est sortie, je me souviens plus, elle a été faite par qui, mais qui a montré en fait, en raison de l'hyperconnectivité, à quel point notre capacité de concentration diminuait d'année en année. Puis, en 2004, on disait qu'on avait une capacité de concentration de 2,5 minutes. En 2012, c'était rendu à 75 secondes. Et en 2021, on était rendu à 47 secondes. Puis là, ben, on s'en va sur 2024. Donc, je ne sais pas, on est rendu à combien de secondes. Mais c'est aussi ça, c'est-à-dire que le droit à la déconnexion, outre le débat qu'il y a autour de ça, je pense que c'est important en tant qu'humain parce qu'il y a un réel impact physique, physiologique négatif sur notre santé, sur notre sommeil, par exemple, et justement sur notre concentration. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a plein de choses qu'on peut faire.
pour venir justement travailler notre focus, travailler notre concentration, pour venir réaméliorer notre sommeil. Mais trop être souvent devant nos écrans, tu sais, par exemple, la lumière bleue, comme là en ce moment, les gens ne me voient pas, mais j'ai des lunettes contre la lumière bleue parce qu'il est tard le soir. On est devant un ordinateur. Mais la lumière bleue que dégagent nos appareils vient en fait briser notre cycle circadien, puis tout ce qui est en lien avec la sécrétion de la mélatonine, et ça vient perturber le sommeil. Donc, c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, la majorité des gens ont des troubles de sommeil. Et on sait, après ça, ben, quand on dort pas bien, il y a d'autres, il y a comme plein de, comment dire, il y a comme une chaîne là, de conséquences qui s'ensuit. Donc, le droit à la déconnexion et se permettre de se déconnecter, c'est aussi une façon, je pense, de prendre soin de notre santé à plusieurs égards, là. Oui, ben c'est ça, c'est une réappropriation, puis le droit à la déconnexion, de la façon que les Français ont lancé le bal en 2017, c'était justement d'amorcer cette conversation-là que les gens doivent se déconnecter. C'est sûr que la culture française n'a rien à voir avec la culture québécoise. On n'est pas dans le même univers, puis je peux comprendre qu'eux avaient besoin d'un peu plus de balises légales pour justement forcer la main aux employeurs de faire ce genre de choses-là. Mais oui, c'est essentiel. Je suis étonné à quel point les gens, puis même les gens de nos âges, mais les jeunes, c'est encore pire, sont pas capables de vivre sur leur cellulaire. J'ai fait l'expérience de régulièrement. Moi, je vis très bien avec sans mon cellulaire, même si ça fait longtemps que j'en ai un, même si il me suit pratiquement tout le temps. Je vis très bien sans celui-ci. Il m'est arrivé dans des occasions de justement pas donner ça dans des retraites, mais d'aller dans des endroits de calme et de ne pas avoir de cellulaire pendant 5 jours. Puis je faisais juste lire, manger, relaxer. Et ça fait du bien. Puis sans cellulaire. Puis j'ai pas senti, j'étais pas en crise. J'étais pas en train de faire une crise par terre, là, puis quand même pu être capable de me contrôler. Donc d'être capable de ça, mais en même temps que je regarde mon entourage, et les gens sont pas comme ça. Puis je leur dis, ouais, mais les autres ont cellulaire. Non, non, puis là, ils sont tous en train de s'énerver. C'est complètement fou. Ce besoin-là qui vient chercher un fondamental. Puis là, je fais même une référence avant qu'on ait des téléphones intelligents, c'est-à-dire en 2003. J'avais un cellulaire à cette époque-là. Puis, je pense qu'il était déchargé ou quelque chose comme ça. Puis la personne que je fréquentais à ce moment-là était comme un peu étonnée que je m'énerve pas plus, que j'ai absolument le branché. Oui, il me dit, d'un coup, qu'il y a une urgence. Oui, mais je suis pas un médecin. Mm-hmm. Je peux rien faire sur une urgence de toute façon. J'ai pas d'enfant. J'ai rien, j'ai pas de, tu sais, puis s'il y a une urgence, ben, appelez le 911. Moi, je dis zéro utilité. Je la prendrai demain, c'est pas grave. Mais je peux rien y faire. À part stresser, je peux rien faire. Oui. Mais effectivement, comme tu dis, c'est pas la majorité des gens. Puis là, même, j'ai pas le mot devant moi, mais maintenant, il y a des nouveaux mots là, qui ont été créés. Là, je pense que c'est la mobilophobie. En tout cas, je sais pas exactement c'est quoi le mot. Mais effectivement, ça devient problématique. Puis ce que les études démontrent, c'est que c'est au même titre, par exemple, que les gens qui sont pas capables d'arrêter de fumer ou qui prennent de l'alcool. Donc, c'est de la consommation de l'électronique, des téléphones. Ben ça devient problématique. Donc notre cerveau, comme tu l'as dit, on a de la dopamine, ça donne un petit kick à l'intérieur. Puis c'est la raison pour laquelle souvent, quand on reçoit un courriel, pourquoi les gens sont si pressés d'aller les voir, ben c'est cet effet-là en anglais on dit addiction, ça peut se dire aussi en français, je pense, en tout cas. Donc, oui, et c'est là où c'est ce qui fait aussi qu'on a notre focus a diminué, tu sais, par le fait qu'on est toujours déconcentré, mais on est déconcentré parce qu'on est rendu accro à ces stimuli-là. Donc, c'est ça qui est spécial, c'est que parfois, on est conscient que c'est trop, mais on est accro, donc on continue à chercher ces stimuli-là. Et c'est là où moi, par exemple, je le mentionnais au départ, que je suis professeure de méditation.
c'est là où moi, par exemple, j'ai vu que la méditation avait eu un effet vraiment bénéfique au niveau de ma concentration, puis pour m'aider justement, je dirais moi-même à me désensibiliser à cette hyper-connectivité-là. Tu sais. Oh, absolument. Ben, je suis un étrange dans mon entourage. Mon téléphone va sonner, je vais le laisser sonner parce que ça m'intéresse pas de répondre. Je suis pas pressé de répondre. Il n'y a jamais rien dans la vie qui est pressant. Il n'y a jamais rien, en tout cas, dans le type d'emploi que j'ai naturellement. Là, c'est un médecin, je dirais pas, là, ou un pompier. Mais moi, dans mon cas, il n'y a pas de vie humaine qui est en jeu associée à ce genre de choses-là. Donc, si bon, la classique, c'est que quand je connais pas le numéro de téléphone, je vais le laisser sonner. Puis les gens sont énervés, ça énerve les autres. C'est ça qui est drôle en Oui. plus. Les autres sont énervés parce que je réponds pas. Ils me disent pas, tu réponds pas, mais je la connais pas à personne. Mais je sais pas pourquoi je parlerais. Puis surtout en mettant avec le fait qu'il y a beaucoup de fraude téléphonique en plus, c'est encore d'autant plus avantageux ce que je fais, mais je le fais pas parce que je la connais pas. Je laisserai un message sur mon répondeur. Si c'est important, il va y avoir un répondeur pour accueillir son message que je vais prendre quand moi, je vais être prêt à le prendre, son message. Mais en tout cas, j'ai envie de te dire que tu es quand même chanceux. Parce qu'effectivement, la majorité des gens n'ont pas ce... Comment dire? Oui, ben là, je mettais ça face à face justement aux autres. J'ai d'autres choses qui sont pas réglées. Là. Pour pas faire que je l'air parfait là, par ton énoncé. Là. J'ai d'autres choses où je dois travailler, mais celui-là, par exemple, ben moi, je le mettais parce que je trouvais ça drôle, parce que les autres, ça énerve quand je réponds pas. Puis les autres le voient, puis c'est eux qui veulent répondre à ma place. Puis c'est déjà arrivé qu'il y a quelqu'un qui a répondu à ma place parce que ça l'énervait trop. Je dis, mais là, c'est mon téléphone. Oui, mais c'est ça, ça vient chercher des cordes sensibles, c'est que le cerveau étant plastique, on parle parfois de neuroplasticité, ben, l'hyperconnectivité a fait que c'est venu renforcer un chemin neuronal, justement l'instantanéité. Et là, ben, aller à l'encontre de ça, c'est aller à l'encontre de quelque chose qui est devenu naturel. Tu sais, l'instantanéité, répondre tout de suite. Donc, c'est normal que ça énerve les gens parce que ça va à contre-courant de ce chemin-là neuronal qui est déjà très fort, en fait, dans la majorité de nos cerveaux, là, à l'ère du numérique, là. Ouais, bah, c'est ça, mais en même temps, puis ça, il y a eu des études, il y a beaucoup de choses. C'est la capacité de se retenir par rapport à un stimuli est un élément qui est pas facile, mais en même temps qui nous permet de nous amener ailleurs comme humains et de nous projeter plus loin, de prendre de meilleures décisions, de prendre de meilleures choses. Il disait justement les enfants, puis il a fait avec des enfants qui ont fait de l'étude avec la guimauve, je pense. Puis il m'a dit, ben si tu manges pas la guimauve pendant 1 minute, ou peut-être moins longtemps que ça, tu vas en avoir 2 après. Et une affaire comme 50% des enfants n'étaient pas capables de se redonner, ils mangeaient la guimauve, même s'il y avait la promesse d'en avoir 2 après. Et on démontré ensuite que ces gens-là, sur des études longitudinales très longues, que les personnes sont capables de se retenir, donc d'attendre 1 minute pour avoir 2 guimauves au lieu d'une, ben, on a tendance à mieux réussir dans la vie parce qu'ils sont capables de prendre ce pas de recul-là. Et justement le lien avec la déconnexion, c'est d'autant plus important d'apprendre à contrôler ses pulsions et d'agir de façon beaucoup plus raisonnée, de beaucoup plus calme aussi à certains égards. Là. Tout à fait. Oui, ben en fait, c'est de créer cet espace-là entre le stimuli et la réponse. Puis ça, je pense que c'est applicable dans toutes les sphères de notre vie. On le voit souvent parfois au niveau de la gestion de nos émotions. Il arrive un événement on est fâché, les gens réagissent tout de suite. C'est un peu le même principe, c'est comment on est capable, entre le stimuli, de créer cet espace-là pour, comme tu l'as mentionné, après ça, vraiment répondre de la façon qu'on veut répondre et ne pas répondre de façon automatique. Fait que moi, ce que je trouve, puis je l'amène souvent quand je fais du coaching avec des gens, c'est un changement de mindset, puis c'est de voir comment tu retrouves un peu un pouvoir, tu sais, en travaillant. Puis en augmentant cet espace-là, ben ça te redonne du pouvoir parce que par exemple, l'émotion que tu vas choisir, mais tu vas toi choisir que tu vas être fâché ou tu vas choisir que tu vas être heureux ou quoi que ce soit, mais ça va être un choix et non un automatisme. Oui, il faut savoir aussi que les émotions sont éphémères par nature. Tout Et à si fait. elles durent, je me rappelle pas le nombre de secondes, mais si ça dure plus longtemps que ça, c'est malsain
parce que là, on la retient, l'émotion. Puis là, on ne laisse pas le temps de circuler à travers nous. Donc, de faire ce qu'elle a à faire, mais ensuite de s'en aller comme elle devrait quitter normalement notre corps aussi vite qu'elle est arrivée, essentiellement. Là. Oui, tout à fait. C'est drôle que tu parles de ça parce que je donnais une formation récemment sur l'intelligence émotionnelle. Puis tu vas me dire que mon focus n'est pas bon parce que j'ai regardé l'information puis je me souviens pas c'était combien de secondes. Je pense que c'était 60 secondes. Mais effectivement, une émotion dure. Puis là, je mets des gros guillemets là parce que je me souviens plus, mais admettons qu'on dit 60 secondes. Puis le reste, c'est souvent quelque chose qu'on entretient dans notre tête, dans nos pensées, qui fait qu'on alimente une émotion. Fait que tout à fait. Oui. Exact. Ouais, décrocher de ça. Puis c'est d'enfant qu'on devient, quand on devient esclave, ensuite on devient esclave de ces émotions-là, et parce qu'on les entretient, puis comme un animal domestique, finalement. On entretient nos petits animaux domestiques d'émotions dans notre tête, et on se compte des histoires, des choses beaucoup plus complexes. Et quand faut comprendre essentiellement que les émotions servent à déclarer une menace ou un élément qui on doit prendre de recul. Disons, la tristesse, c'est un moment de séparation, mais le moment de séparation, ça fait juste le déclarer. Une fois que ça c'est déclaré, on doit passer ailleurs. Donc, à la forme de le vivre et de ne pas le retenir comme étant comme ça. La colère, c'est parce qu'on n'est pas entendu et ainsi de suite. Là. Fait que tous ces éléments-là doivent être mis, puis la déconnexion nous permet justement de cette distance-là, de regarder l'émotion, de la savourer, puis de la laisser partir. Mm-hmm. Oui, mais de là, puis là, je refais le pont un peu avec le droit à la déconnexion, c'est que souvent, ce que les gens trouvent difficile, c'est qu'on ne prend pas le temps d'arrêt pour réaliser, par exemple, dans quel état on se sent, soit au niveau de nos émotions ou au niveau de nos stresseurs. En étant dans le go, on enchaîne. Donc, prendre ce temps-là d'arrêt nous permet justement de savoir, mais qu'est-ce qui déclenche mon émotion ou qu'est-ce qui déclenche mon stress. Et puis ça, si on est toujours connecté, on ne sera pas capable de le prendre, ce recul-là. Oui, on va fuir. Je vois beaucoup de gens fuir dans l'électronique au lieu de vivre l'émotion, au lieu de vivre le vide qui est nécessaire. Là. Faire un pont vers la méditation, c'est un exemple de faire le vide. Les gens vont préférer jouer des petits jeux niaiseux sur leur téléphone pour remplir de vide. C'est ça qui est drôle parce qu'ils vont remplir de choses de calories vides finalement ou de pensées vides au lieu d'être juste calme et juste de laisser le moment. Et je vois généralement les gens réagir quand il y a une frustration, quelque chose, ils vont fuir dans l'électronique, ou comme les gens fuyaient dans l'alcool ou fuyaient dans les drogues aussi, ce genre de fuite-là. Et de même nature avec l'électronique dans ce cas-ci, au lieu de juste prendre le temps de peut-être pas nécessairement savourer l'émotion, parce que des fois, c'est pas tout le temps le fun, mais au moins de vivre l'émotion, puis d'aller dans des structures comme de méditation. Celle que j'ai trouvé, les structures que j'ai trouvées intéressantes dernièrement, c'est la commission non violente, justement, quand on parle d'émotion, on va aller rechercher c'est quoi le besoin qui est en arrière, et de là, on va être capable d'aller plus loin et de se propulser soi-même. Mais ça prend un pas de recul parce qu'il faut que tu prennes, puis tu l'analyses selon la grille du CNV pour être capable de voir, oh, cette émotion-là, elle est faite pour ça. OK, j'ai un besoin. Ah, ce besoin-là, puis de redescendre, de te creuser correctement pour être capable de justement retravailler sur soi et de reconnecter avec soi aussi. Là. Mm-hmm. Oui, puis on s'entend, là, on parle de ça comme si c'était facile. C'est pas facile. Puis, tu sais, parfois, on va avoir besoin d'être accompagné. Je veux dire, ça reste quand même des problèmes complexes ou parfois, on va avoir besoin justement d'aller en thérapie et quoi que ce soit. Fait que, tu sais, je pense qu'on veut pas non plus diminuer cet impact-là, mais moi, mon point, c'était simplement de dire que si on commence un peu à se créer ces moments-là de pause, mais c'est là où on va commencer à pouvoir prendre conscience de ce que l'on vit. Donc, puis ces moments de pause-là, mais outre le fait de prendre conscience, c'est aussi ce qui permet à notre cerveau de se régénérer. C'est aussi éventuellement ce qui permet d'amener de la créativité. Je sais pas toi comment tu l'as vécu, mais moi si j'ai pas de temps justement d'arrêt, je suis tout le temps en train de travailler ou quoi que ce soit,
demande-moi pas d'être créative. Ça fonctionnera pas. Puis pourquoi parfois les meilleures idées, on les a en prenant notre douche ou en faisant la vaisselle? Ben c'est parce qu'à ce moment-là, notre cerveau est justement en train de prendre une pause. Donc, ces moments-là aussi de pause nous permettent d'être plus créatifs, d'être innovateurs, etc. Là, donc, Ouais, ben c'est là où les idées apparaissent. Là, tu parlais de la douche. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître dans cet endroit-là où les idées émergent de façon naturelle et parce qu'on est juste dans une espèce de vide mental qui nous laisse cet espace-là. Créativité, c'est sûr que si je suis dans des gros rushs où je travaille énormément, ma créativité va aller en descendant et très rapidement d'ailleurs. Fait que j'ai besoin d'aller dans des moments de vide ou des moments de marcher, de juste laisser porter par l'environnement, se laisser porter par ce qu'on voit, accueillir de façon ouverte. Mais encore là, c'est pour ça que la déconnexion est importante. Quand je fais ces grandes marches-là, pas de cellulaire, je suis déconnecté. Je suis allé avec la nature, toute chose relative, des fois je suis en ville, là, mais cette marche-là, elle n'est pas reliée avec un objet qui me relie avec la planète entière. Je ne suis qu'avec moi-même et l'environnement dans lequel je suis, peu importe l'environnement dans lequel je suis à ce moment-là. Oui. Mais j'aurais une question à te poser. Est-ce que, parce que il y a beaucoup de gens, justement, être avec eux-mêmes, c'est pas facile parce que ça aussi, ça doit s'apprendre parfois. Et justement, quand on est tout le temps connecté, est-ce que pour toi, ça a toujours été quelque chose de naturel ou... Oui. Cette question est intéressante parce que dans mon entourage, j'ai des gens qui sont pas capables de vivre avec eux-mêmes, qui doivent toujours remplir de leur entourage justement parce qu'ils sont pas capables de faire face à qui ils sont. Moi, ça me fascine parce que je suis pas tout à fait comme ça. Je dis pas que c'est facile de vivre avec moi-même. Ça c'est une autre histoire. Cela étant, sauf que j'ai toujours affronté qui j'étais. J'ai jamais fui qui j'étais. Comme ces autres personnes-là vont faire, soit on va le voir soit le numérique est un exemple, mais l'alcool et les drogues en sont aussi dans trop de travail, les workaholics. Tu sais, quand on a un holic là dedans, là, ben c'est jamais des gens qui vont fuir quelque chose, qui vont fuir eux-mêmes généralement parce qu'ils ont de la honte ou peu importe qu'est-ce qu'ils habitent, mais qui est comme ça. Moi, j'ai pas ça. Oui, j'ai des choses en dedans, là, mais je ne le fuis pas. Et ça m'a amené sur un chemin différent. Puis c'est pour ça qu'on en parle là, puis je suis capable d'en parler aussi sereinement. Puis ça a l'air facile, mais c'est pas facile parce que j'ai probablement 20 ans de travail en arrière, de prendre le temps de me connaître, de trouver des chemins et de trouver des façons de faire pour avoir à gérer qui je suis. Gérer la critique, notamment, gérer comment les autres, gérer l'environnement. C'est pas facile, ça frappe l'ego. Tu parlais dans ton ciné, mais l'ego est là. Il y a eu des moments dans ma vie où j'ai eu des gifles à l'ego qui ont été assez brutales. D'apprendre ces moments-là, puis au lieu de fuir, puis de dire « Ah non, c'est pas ma faute », ben de prendre le moment, puis de dire « OK, ben qu'est-ce qui s'est passé? » Puis pas se dire prendre toute la blâme sur moi non plus. Là, tu sais, les gens vont faire soit un ou soit l'autre, mais c'est de prendre la situation comme elle est, le pas de recul, la déconnexion nécessaire. Mais je suis de cette génération qu'avant, il n'y avait pas de cellulaire, on n'avait pas ce problème-là à cette époque-là, c'était facile de prendre le temps. Puis cette génération-là, les parents disaient va donc jouer dans la nature, puis arrange-toi. Là. Ouais. Fait que c'est de cette éducation-là qui se répercute sur ma vie maintenant. Je remercie mes parents de m'avoir envoyé promener dans la nature, justement quand j'étais jeune, pour avoir appris ce genre de choses-là. Mais je regarde les jeunes maintenant, qui n'ont pas tout à fait cette liberté-là. Mais à moi de te retourner la question, toi aussi, tu as dû avoir faire face à ce genre de choses-là, puis à devoir à apprendre à vivre avec toi. Ouais, ben un peu comme toi, moi, je dirais que ça fait peut-être 10 ans là que je suis sur ce chemin-là. Puis bon, mini parenthèse, là, j'en parle ouvertement maintenant, puis les gens qui me suivent le savent, mais moi, j'ai vécu un épuisement professionnel il y a 9 ans. Ça a été pour moi mon point tournant, dans le fond. C'est à ce moment-là où je me suis dit, OK, je viens de frapper un mur. Et moi, je me souviendrai toujours, on m'avait dit à l'époque, une fois que tu vis un épuisement professionnel, tu restes fragile ou à risque. Ben moi, on me dit pas ça 2 fois.
Donc, vu qu'on m'a dit ça, ben justement, mon ego sûrement s'est senti attaqué. Donc, je me suis dit non, 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 c'est pas vrai que ça va arriver une deuxième fois. Et c'est ce qui m'a motivée, moi, à lire, à me former, à comprendre, pour aller me chercher des outils pour justement me permettre de ne pas avoir à revivre ça. Et ben non seulement je l'ai pas revu, mais je pense qu'aujourd'hui j'ai tendance, puis j'aime pas le mot performance, là c'est un mot que j'essaie d'enlever de mon vocabulaire, mais j'aurais tendance à dire que je me sens plus performante aujourd'hui, justement parce que j'ai intégré ces outils-là, ces moments de réflexion en bout de ligne, parce que j'ai appris à me connaître. Puis je connais justement qu'est-ce qui va être mes déclencheurs de stress. Je suis capable de voir quand mon niveau d'énergie commence à descendre. Et donc, à ce moment-là, mais j'attends pas d'être dans le fond du baril. Je vais tout de suite prendre action pour me redonner de l'énergie. Donc oui, mais autant comme toi, ça s'est pas fait en un claquement de doigts, puis on parle de plusieurs années, tu sais. Mais comme tout le monde, il faut qu'on commence à quelque part, un petit pas à la fois. Puis un petit pas, puis un autre petit pas, puis un autre petit pas, puis à un moment donné, comme toi, tu sais, les années s'accumulent, puis on apprend à travers ça, là, donc. Oui, c'est tout ça c'est long, c'est beaucoup d'expérimentation aussi. Moi, ben c'est ça. J'ai énormément expérimenté sur des stratégies. Il y en a qui marchent avec moi, il y en a qui marchent pas du tout. Il y en a qui marchent mieux, il y en a qui marchent moins bien. Donc, j'essaie de. Puis c'est toujours ça. Et comme tu dis, c'est un pas à la fois. Puis à un moment donné, ça fait des années. Notamment la méditation, ça doit faire presque 10 ans que je médite tous les jours, par exemple. En le disant, comme ça a l'air, c'est gros. Mais j'ai commencé il y a 10 ans, puis depuis ça là, j'ai pas arrêté de méditer. Puis le bienfait que ça m'apporte est très grand. Puis d'ailleurs, j'ai passé à la vitesse supérieure avec le bandeau que tu m'as suggéré, justement pour être capable c'est drôle parce que c'est de la performance, mais c'est comme en tout cas, c'est étrange d'en parler comme tu dis, faut pas, c'est pas les bons mots, mais d'améliorer, d'avoir un plus grand rendement. Ça aussi, c'est comme bizarre d'en dire comme ça, mais d'arriver vraiment à mieux contrôler, à mieux aller dans ce qui est nécessaire et ce qui m'est utile. Donc, avec ce bandeau-là de neurofeedback, j'ai fait des gains importants aussi sur ma créativité, sur mon attention. Tu parlais de 2 minutes 50 il y a tant d'années, mais c'est difficile de garder l'attention. D'ailleurs, justement, puis moi, je suis dans un domaine qui exige un certain degré de créativité comme le tien ou de réflexion un peu en dehors de la boîte. Et changer de contexte, c'est excessivement dispendieux. On peut pas faire de multitâche dans le genre d'emploi qu'on fait parce qu'on fait ça. La pénalité est tellement grande et c'est là où la déconnexion est importante parce qu'à chaque fois qu'on a une notification, on vient de perdre le focus qu'on a eu. Fait que si ça me prend, notamment, disons, ça me prend après 15 minutes, on me mettre dans le mood pour faire le texte que j'ai écrit ou la note à produire ou l'élément que je dois faire. Si je suis dérangé à toutes les 2 minutes, puis ça m'en prend 15 me rembarquer, je suis fini, je suis jamais capable d'arriver à la vraie au vrai stade créatif où je suis capable, où les mots coulent, là, c'est complètement fou comme j'écris vite et relativement sans retouche après. Mais si je suis interrompu, c'est un fiasco, là, ce qui sort de mes écrits, là. Puis je dois réécrire après, puis c'est embêtant, j'aime pas ça. Oui, ben d'ailleurs, c'est prouvé que le multitâche, c'est un mythe là, dans ce sens où c'est prouvé scientifiquement que ça n'existe pas. Le cerveau ne peut pas, même si les femmes disent qu'on fait du multitâche, scientifiquement, c'est prouvé que le cerveau ne peut pas faire 2 tâches en même temps. Ça donne l'impression qu'on fait du multitâche parce que le changement se fait très rapidement. C'est parfois des millisecondes. Mais comme tu dis, même si on change, je pense effectivement c'est un 15 minutes pour vraiment se remettre lorsqu'on change de tâche. Donc oui, il y a beaucoup de pertes d'efficacité là, à cet égard-là. Effectivement. Ouais, pour les travaux intellectuels, c'est très pénalisant. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai constaté. C'est sûr que quand tu as 22 ans, là, tu étais fier de dire que tu es capable de faire 3 choses en même temps. Mais la réalité, c'est que tu fais 3 choses, mais pas bien. Exact. Au lieu de faire une chose très bien.
Oui. Puis encore là, ça dépend du type de travail. Là. Quand tu dis que les femmes se tardent à dire qu'ils sont multitâches, oui, quand on gère une maisonnée, effectivement, on est multitâche, mais le coût de bascule est peu dispendieux parce qu'on n'est jamais dans une réflexion approfondie. Mm-hmm. On est dans de l'opération. Puis de l'opération, effectivement, c'est pas si grave que ça d'être en multitâche, mais quand on est vraiment dans un travail concentré, et probablement quand dans toutes tu as fait beaucoup d'écrits, ben, si tu es dérangé constamment, tu peux juste pas arriver à un résultat satisfaisant, du moins qui t'a satisfait toi-même. Oui, puis tu sais, on parlait là, de performance, puis bon, les deux, on a, je vais pas dire un malaise avec le mot, mais c'est ça, moi, j'essaie de le voir comme comment utiliser la technologie pour être plus efficace, puis parfois, c'est, dans le fond, être capable de faire plus avec moins. Puis tout le concept, moi, ce qui m'intéresse beaucoup aussi, c'est tout le concept de biohacking. Donc, comment optimiser aussi, moi, je le vois comme au niveau de la longévité, tu sais, comment m'assurer de bien vieillir en bout de ligne. Je pense que c'est un peu ça mon but, c'est-à-dire que comment je peux m'assurer de continuer à vieillir en santé, en gardant mes facultés cognitives, en gardant mes facultés physiques. Et effectivement, la méditation est un exemple là, qui a beaucoup d'effets aussi à cet égard-là. Donc, je pense que c'est correct de vouloir optimiser notre corps pour notre bien-être. Là. Donc, Notamment, ouais, ben je le fais là, tu sais, ça quand je te dis, j'ai fait beaucoup d'expériences pour trouver. Je suis pas allé dans du biohacking là, pur et dur, là, comme les gens qui s'implantent des choses où ils vont un peu trop loin, qui vont très loin dans ce genre de choses-là. Je vais plus avec des vitamines ou de la méditation, avec du sport, avec du yoga, avec des éléments comme ça. Comme je mentionnais, j'ai intégré le neurofeedback récemment, tous des éléments comme ça qui me permettent d'avoir une meilleure compréhension de qui je suis. Puis dans le fond, puis moi, c'est une quête qui est profonde chez moi de savoir qui je suis, d'arriver à ça, puis ça en fait partie de cette quête-là, de comprendre comment je fonctionne et de pas juste être et avancer comme ça. Mais moi, ça, c'est ce que je suis aussi. C'est pour ça qu'on parle de déconnexion, parce que j'ai eu à affronter ça il y a longtemps. Fait que je sais pas si j'ai pas ces problèmes-là présentement, comme plusieurs autres ont, parce que je l'ai travaillé en amont. Puis quand tout ça est arrivé, mais j'ai eu les mêmes phases que tout le monde où j'étais incapable de me passer de mon BlackBerry à l'époque. Puis là, c'était devenu comme urgent, puis ma vie, tout ça. Puis ça a duré 6 mois, puis j'ai fait comme, c'est complètement fou. Ça répond pas à qui je suis, fait que je le laissais dormir, puis sur la tablette la fin de semaine, parce que c'était non nécessaire, notamment ce genre de choses-là, d'apprendre comment faire ça. Oui. Fait que, tu sais, en tout cas, je ne sais pas si toi, tu as des conseils pour les gens, mais moi, ce que je dis souvent aux gens, c'est de... Tu sais, parce que les gens souvent me disent « Ouais, mais Vanessa, c'est bien beau, mais par où je commence? Qu'est-ce que je fais? » Puis même la méditation, je pense que l'erreur souvent que les gens font, c'est qu'ils veulent commencer avec des 15-20 minutes. Mais je veux dire, c'est pas une bonne idée. Là. C'est complètement fou. Là. Il faut pas faire ça. Ça, c'est un plan pour abandonner. Exactement. Ça. Donc, moi, ce que je dis souvent aux gens, c'est que je dis débute par 1 minute, 1 semaine, 1 minute par jour, juste ça. Puis c'est là où on commence à créer l'habitude. Puis une fois qu'on est capable à chaque jour de faire 1 minute, ben faire 2 minutes. Puis à un moment donné, on augmente. C'est ça, de toute façon, la théorie des petits pas, tu sais. Puis la même chose au niveau de la respiration. Ce qui est démontré, c'est que souvent, quand on est en rencontre toute la journée, il y a une étude qui a été faite pendant la pandémie qui a démontré, je pense que c'est Google ou Microsoft qui avait fait cette étude-là. L'échantillon est pas très élevé, mais il y a d'autres études qui sont venues confirmer la tendance. Les gens qui enchaînent des rencontres Zoom ou Teams, le niveau de stress augmente à travers la journée. Puis ce qui est démontré, c'est que souvent, quand on est connecté devant nos écrans, je ne sais pas si les gens ont déjà remarqué ça, mais on a tendance à stopper notre respiration, à respirer du haut de la poitrine. Beaucoup du haut, oui. Ce qui vient stimuler en fait notre centre, notre système nerveux, comme si on était dans une situation de danger. Donc, le fameux, en anglais, on dit fight or flight, le response.
Et c'est la raison pour laquelle on parle souvent de respirer du ventre comme un ballon. C'est parce que quand on respire du ventre, ben ça vient envoyer je dirais une alerte inverse à notre système nerveux, comme quoi on peut relaxer, qu'il n'y a pas de danger, etc. Fait que comme je mentionne aux gens, ben parfois ça peut être simplement de se mettre une alerte sur son téléphone. Tu vas me dire on utilise la technologie, mais pourquoi pas utiliser la technologie à bon escient? Se mettre un petit rappel sur son téléphone qui dit respire. Juste ça, tu sais, ou d'avoir un écrit sur son mur ou proche de son bureau. Donc, juste ça, ça nous permet de commencer à intégrer des petits moments comme ça de déconnexion. Il y en a qui mettent en place la technique Pomodoro, tu sais, qui est de, par exemple, se bloquer un 25 minutes de travail, on prend un 5 minutes de pause, puis on recommence un autre 25 minutes. Donc, il y a vraiment des moyens, je pense, simples de commencer justement à prendre ces petits pas-là. Pour se permettre de... Notamment, moi, ma montre me dit de me lever à toutes les 50e minute de l'heure. Je me fais avertir par ma montre, faudrait que tu te lèves. Fait que déjà là, ça l'oblige. Puis je l'ai énormément fait en confinement, cet élément-là, parce que j'ai pas beaucoup bougé essentiellement en confinement, puisqu'on est, tout le temps devant son ordinateur, puis bon, on n'a pas de raison de sortir, fait qu'on reste tout le temps assis. Donc, j'ai beaucoup fait. Je faisais, moi, mon bureau est au 2e. Fait que je partais de mon bureau, je descendais au rez-de-chaussée, je faisais un tour du rez-de-chaussée, je remontais dans mon bureau. Ça dure 1 minute, mais c'était suffisant pour juste dégausser, juste sortir de mentalement, de sortir du bureau et physiquement, de se sortir aussi, puis de changer sa cadence, d'être debout, parce que c'est malsain d'être tout le temps assis, Oui. de changer sa respiration, de faire ce genre de choses-là. J'avais même exploré de faire mes rencontres debout en marchant dans ma maison. Ça n'a pas été nécessairement un succès. Quand je dis d'essayer de faire des choses qui collent, moi, mon conseil, c'est d'essayer de s'écouter, puis de voir des choses qui collent puis dans la portée, faites toujours quelque chose de petit pour être capable de voir, puis de voir l'habitude qui colle. Je pense que c'est 90 jours pour qu'une habitude colle, de façon qu'elle devienne vraiment, qu'elle s'insère, puis qu'elle devienne permanente, c'est 90 jours. Fait qu'il faut le faire pendant 90 jours de façon continue, puis là, ça s'intègre dans notre vie, puis là, après ça, on a plus de difficultés de s'en passer. Donc, commencer par des petits pas énormément, puis essayer des affaires. J'en ai essayé des affaires dans le confinement, c'est complètement fou, justement, d'arriver à reprendre le contrôle de ma vie, puis je vois la parenthèse dessus, puis je l'ai déjà parlé à d'autres. Un des éléments qui est arrivé, puis un des effets de base, c'est que mon bureau est devenu négatif pour moi. Quand j'ai mon bureau, je n'étais plus productif, je n'étais plus créatif dès que je rentrais dans mon bureau. Et là, j'ai commencé à travailler partout dans la maison, travailler partout et en même temps partout à l'extérieur, parce que il y a eu une connexion très forte. J'ai déconnecté de mon bureau pour être capable de me reconnecter avec moi-même également. Fait que, même au-delà du fait de la technologie, juste ce changement de voir comment on est. Et si vous êtes capable, observez-vous. Si vous n'êtes pas capable, prenez des petits gestes, puis voyez ce qui colle, puis avancez avec ça. Là. C'est la meilleure chose qui peut être faite. Oui, ben effectivement, je pense que la meilleure solution, c'est le prototype, dans le fond, comme tu dis, c'est d'essayer. Puis moi, c'est ce que je trouve super important. Puis c'est pour ça que pour moi, une approche holistique, c'est ce que je prône, c'est que toi et moi, on est différents. Puis tu sais, ce qui va fonctionner pour toi va pas nécessairement fonctionner pour moi. Puis aussi, ça se peut que à travers les mois, à travers les années, nos goûts changent. Donc, ce qu'il faisait il y a quelques années, ben finalement, c'est plus ça qu'on a goût de faire, puis c'est correct aussi. Donc, c'est d'être bienveillant aussi, je pense, envers soi-même à cet égard-là, de se donner le temps. Parce que oui, il va y avoir des essais-erreurs. Oui, il y a des choses qu'on va essayer qui vont pas nous convenir. Mais la journée où on trouve quelque chose qui nous fait du bien, tu sais, c'est... Ouais, puis il y a même des choses qui fonctionnent pas à un temps X, qui vont fonctionner à un temps Y. Moi, j'ai des choses qui fonctionnaient pas avant le confinement, qui fonctionnent très bien. Parce que j'ai vieilli, parce que j'ai changé. Puis toute la façon que je suis maintenant n'est plus ce que j'étais il y a 5 ans. Donc, de là, il y a un paquet de choses qui, maintenant, s'opèrent mieux ou ça colle mieux avec moi maintenant, avec ma personnalité, comme elle a évolué à travers le temps de continuer à avancer. Oui, tout à fait. Tout à fait. Fait qu'on va conclure sur ces bons conseils-là. Merci énormément. C'est une conversation très intéressante puis qui m'enrichit énormément parce que dans ces échanges-là, j'en retire de voir les expériences des autres puis de voir, partager les miennes puis de faire un mix avec ça. J'en sors toujours très, très grandi. Merci énormément.
Ben, merci beaucoup à toi, Nicolas Noïc, de me permettre de parler d'autres sujets que la protection des renseignements personnels. Oui, on est toujours un petit peu plus de facettes que qu'est-ce que les gens en pensent. Exact. We gonna